Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais faire une présentation sur l'agriculture valorisée par le numérique. Donc peut-être très brièvement, je me présente. Donc je suis Philippe Gatt, je suis membre de l'Académie d'agriculture et je suis anciennement, j'étais directeur scientifique pendant de nombreuses années à Arvalis. Arvalis était un institut qui travaille sur les grandes cultures et qui a l'originalité d'être financé par les agriculteurs. Et le slogan de notre président était la mission d'Arvalis, c'est de mettre au point des références, des outils qui sont utiles, utilisables et utilisés. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit finalement de ce que je vais présenter. Donc, il s'agit effectivement d'applications qui aujourd'hui sont opérationnelles, donc elles sont réellement mises en œuvre par les producteurs. Donc je présenterai de manière prioritaire cet aspect-là et également quelques perspectives voilà, en termes d'application pour le futur. Qu'est-ce qui est en cours de test, qu'est-ce qui est en cours de développement actuellement. Donc peut-être sur la diapositive qui suit, donc pour vous présenter un petit peu le plan que je vais adopter. Donc une première partie qui va être consacrée aux agriculteurs. Donc c'est quoi les outils qui effectivement sont mis en œuvre par les producteurs à l'échelle de la parcelle, mais aussi plus globalement à l'échelle de leur exploitation. On verra que ça tourne beaucoup autour des outils d'aide à la décision. C'est optimiser l'ajustement de la conduite de culture en temps quasi réel, prendre la bonne décision au bon moment, au bon endroit, etc. Également, application vis-à-vis de ceux qui créent finalement le conseil vers les agriculteurs. Donc, c'est ce que j'appelle les conseillers, effectivement, qui expérimentent, qui acquièrent des références. Et on verra que là aussi, il y a une révolution dans ce métier, dans l'expérimentation, en particulier vis-à-vis d'une productivité du travail, confort de travail, mais également avoir accès à des variables qui sont difficiles, je veux dire, sans l'apport du numérique. Mais c'est aussi intéressant, et ça, on l'a dit tout à l'heure un petit peu en introduction, c'est qu'aujourd'hui, la recherche, elle est aussi menée, co-construite avec les agriculteurs. Et cette fouille de données, cette capacité d'explorer finalement beaucoup de données permet de détecter des innovations, et en particulier dans le domaine de l'agroécologie, où les solutions sont très inféodées à des conditions beaucoup plus locales, en lien avec une très grande diversité de situations. Et puis enfin, autre application, c'est pour les sélectionneurs, pour les décideurs. On verra comment finalement, avec ces outils du numérique, on est à la fois en capacité d'orienter la recherche. Donc là, on est plutôt sur des décisions un peu stratégiques, en faisant un petit peu de prospective en termes de scénario. Et puis également en quoi le numérique, quelque part, va complètement profiter à la production des variétés qui seront adaptées au contexte de demain. Donc la première diapositive, donc une diapositive de passage, donc on peut passer très rapidement. Et la suivante, en fait, elle montre un petit peu le contexte dans lequel finalement s'appliquent ces outils d'aide à la décision. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils sont de plus en plus plébiscités par les agriculteurs et qu'ils sont de plus en plus disponibles et performants. Alors pourquoi sont-ils en forte progression? Il y a un intérêt économique avec, bien entendu, le coût des intrants qui augmente, les prix qui évoluent de manière beaucoup plus variable qu'auparavant. On parle beaucoup de volatilité des prix. Et puis également, l'agriculteur, quelque part, il produit, donc il faut des objectifs de rentabilité en termes de rendement, en termes de volume, également en termes de qualité. Alors, ce que je n'ai pas mis ici, c'est aussi un intérêt social. C'est-à-dire que derrière un outil, on a effectivement un certain confort de travail, ça laisse du temps disponible pour finalement d'autres activités. Donc, activités extra-professionnelles en particulier, mais pourquoi pas se former à d'autres activités qui sont en lien avec l'agriculture. Cet intérêt économique, il est également accentué par la variabilité climatique de plus en plus forte. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, il y a un caractère un petit peu imprévisible, finalement, de ce qui va se passer sur une parcelle. C'est quoi la maladie qui va être présente? C'est quoi la dose d'azote que je vais devoir épandre compte tenu de la fluctuation plus forte de mon rendement, etc. Et puis également, donc, le numérique permet de sécuriser les décisions pour l'agriculteur, de tracer les interventions, c'est important, et également de les justifier d'un point de vue réglementaire. On donne un exemple. Si on prend le cas de l'azote, par exemple, si on n'utilise pas d'outils de la décision, on ne peut pas corriger la dose après le semis. Donc on a une méthode, effectivement, qui prend en compte l'azote disponible. On a un rendement objectif qui correspond à une moyenne pluriannuelle, et en aucun cas, on peut corriger cette moyenne. Mais si l'année est très favorable, finalement, le rendement va être supérieur, et auquel cas, si l'azote fourni par le sol
est identique à une année normale, eh bien, je me dois d'augmenter un petit peu à la hausse cette dose. Ceci est interdit dès lors qu'on ne met pas en œuvre d'outils d'aide à décision. Enfin, disponible et performant, grâce effectivement aux très nombreuses données qui ont été acquises par la recherche. Bon, un titre d'exemple sur le maïs, on a 2000 situations agronomiques qui ont été analysées sur 15 ans. Donc ça permet d'avoir des connaissances en agronomie, des connaissances en écophysiologie, quelque part des modèles qui vont être en capacité de simuler la croissance d'une culture dans toute situation. Et puis également un système d'information géographique qui aujourd'hui est performant, avec une météo qui est modélisée et qui est aussi spécialisée. Quelque part, on a la météo virtuelle à l'échelle de chaque parcelle agricole. Et on a aussi justement ce sol qui commence à être géoréférencé. On peut revenir à la diapositive précédente, merci. Et puis également, ce que je voulais mentionner, c'est ce couplage possible entre ces modèles de connaissances et puis justement ce qui est offert par le numérique, c'est-à-dire ce qui va sortir des capteurs. Donc dans notre jargon, on parle de forçage ou d'assimilation. Quand on a un modèle, effectivement, on a des variables de sortie comme la croissance, etc. Ces variables-là, d'intérêt, elles peuvent être recalées de manière de plus en plus fréquente par justement des capteurs, ce qui donne la possibilité d'avoir des applications pour une très grande diversité de situations. Donc, autrement dit, les connaissances qui ont été acquises par les agronomes et par les écophysiologistes sont maintenant utilisables dans de grandes surfaces grâce à ce couplage entre ces modèles de connaissances, donc ces modèles de fonctionnement des cultures, et puis ces capteurs par forçage qui vont à la fois préciser les données, j'allais dire, les données météo, les données du sol, mais aussi, bien entendu, les données qui sont en sortie des modèles. Et bien entendu, ça on l'a vu, on a de plus en plus de vecteurs de diffusion de l'information. Je pense aux smartphones, je pense aux tablettes, etc. Donc, la diapo suivante, elle donne un petit peu un panorama, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de ce qui est utilisé aujourd'hui par les agriculteurs de grande culture en France. Donc il y a tout ce qui concerne un petit peu la gestion avant semis. Donc c'est le choix des variétés, donc d'un blé, d'un maïs, etc. C'est aussi le choix des couverts. Bon, on introduit des couverts végétaux entre deux cultures. Donc c'est comment les choisir, comment les mélanger en fonction d'objectifs, etc. Donc tout ça, ça existe sous forme de plateforme numérisée. On a également un outil qui s'appelle Sister, qui permet d'évaluer de manière multicritère la multiperformance d'une exploitation, donc sa performance économique, environnementale et sociale, au travers de différents types d'indicateurs. Et puis, on a tout ce qui concerne l'ajustement en cours de culture. Là, on est plutôt dans la protection, dans la fertilisation et dans l'irrigation. Donc, quelque part, c'est prendre en compte la variabilité climatique. Qu'est-ce qui se passe dans mon champ cette année? Et en conséquence, comment je dois réagir par rapport à ces modifications. Et là, on verra quelques exemples un petit peu emblématiques. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, on va se focaliser sur 3 grands domaines. Le premier, c'est la protection des cultures. Donc, peut-être en lien avec le changement climatique, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, une maladie n'est pas inféodée à une âge géographique. Elle dépend beaucoup des conditions climatiques, avec ce fameux dérèglement qui fait qu'une année, c'est la rouille brune, l'année qui suit, c'est la rouille jaune. Il y a 20 ans, on disait la rouille brune, c'est dans le sud, la rouille jaune, c'est chez les Bretons, la septorio, c'est dans la Beauce. Mais aujourd'hui, tout est, j'allais dire, possible. Donc, le fait de savoir quelle maladie sera présente est une information de plus en plus pertinente. Et puis également, quand ça va arriver, est-ce que ça va être précoce, tardif? Avec quelle visibilité? Avec quel impact sur le rendement? Tout ça va également interférer en termes de choix de décision, en termes de choix de produits, etc. Alors ça peut être fait soit avec des modèles qui sont très complexes, qui sont très mécanistes, qui sont dynamiques, qui vont quelque part mimer au jour le jour une épidémiologie. Donc c'est le cas par exemple de la septoriose ou du mildiou de la pomme de terre. Ou alors ce sont des modèles qui ont été élaborés grâce à la fouille de nombreuses données en mettant plutôt en œuvre des approches type intelligence artificielle, comme dans le cas de la rouille jaune, on verra un exemple tout à l'heure. Donc ça correspond à plusieurs millions d'hectares. Et dans le cas de la pomme de terre, comme on le verra, ça correspond à 50% du marché à l'heure actuelle. Alors, outils pour gérer l'azote, il y a beaucoup d'outils, effectivement, qui ont cette finalité. Et là, je rappellerai juste qu'en France, l'azote, ça reste le facteur limitant numéro 1 vis-à-vis de la production, qu'elle soit quantitative, mais aussi qualitative. Donc là, la question, c'est quels besoins totaux, quelle dose totale d'engrais je dois épandre, quand, avec quel fractionnement, etc.
Et pour ce faire, donc, on utilise des approches qui sont très intégrées, qui vont coupler à la fois des connaissances en agronomie, mais également des connaissances et des compétences en télédétection. Et enfin, outils pour gérer l'irrigation. L'irrigation en France, c'est strictement une irrigation d'appoint, mais qui a un impact important sur la production. Si je prends le cas du maïs, irriguer, l'enjeu, c'est 40 quintaux. Donc, c'est phénoménal, avec cette variabilité climatique qui fait que les doses d'irrigation sont beaucoup plus variables. Et l'intérêt, c'est de savoir quand je commence à irriguer et quand je finis à irriguer en fonction des caractéristiques du climat et de ma parcelle. Là, on verra également un exemple. Donc, le premier outil que je voulais vous présenter, c'est FarmStar. Donc, c'est issu d'un projet de recherche européen qui a été effectué dans les années 95-2000. Et au bout de 5 années, on a mis au point donc, un outil qui a été commercialisé. Donc, quand tout se passe bien, entre le moment où le satellite passe et le moment où l'agriculteur reçoit une carte de préconisation du conseil, il se passe 7 jours. Donc, ceci, aujourd'hui, est fait sur environ 700 000 hectares. Donc, ça concerne essentiellement les céréales à paille, en particulier le blé, mais également le colza. Donc, c'est 65 000 parcelles qui sont suivies par an, avec un pixel qui est de l'ordre de 20 mètres carrés, donc 10 mètres carrés, mais qui est dégradé à 20 mètres carrés pour des raisons de temps de calcul. Ça fait quand même 5000 simulations par parcelle de 10 hectares, donc multiplié par 65 000. Vous voyez un petit peu la masse de données, le nombre de fois que le modèle, finalement, quelque part, est mis en œuvre à l'échelle des parcelles agricoles. Donc pour ce faire, on a besoin de différents types de données, donc des données qui vont plutôt caractériser le sol, mais aussi les pratiques culturelles en termes de précédents, de résidus, etc. Également des caractéristiques variétales, donc en termes de productivité, en termes de qualité, en termes de besoins en azote, et bien entendu la météo, alors qui est comment dirais-je, qui est fournie par l'intermédiaire de très nombreuses stations, mais aussi par des procédés de modélisation, où finalement la météo est effectivement, j'allais dire, effective à l'échelle de la parcelle. Donc à partir de ces différentes données, on est en capacité de faire fonctionner des modèles qui vont simuler la croissance des plantes. Donc c'est l'absorption, c'est la biomasse, c'est le statut azoté, etc. Donc ça, c'est fait avec un pas de temps journalier, avec également la prévision des stades de développement. Donc tout ça, ce sont des modèles agronomiques, écophysiologiques qui sont mis en œuvre. Et puis, on a ce qu'on appelle le forçage ou l'assimilation que j'ai mentionné auparavant. Le satellite va passer sur ces différentes parcelles et va estimer par pixel à la fois l'indice foliaire, à partir duquel on va prédire la biomasse, et la teneur en chlorophylle, à partir de laquelle on va prédire le statut azoté. Donc, quelque part, ce modèle, il est recalé par rapport à ces données issues du satellite, qui deviennent donc prioritaires. Et ce recalage permet effectivement de faire un diagnostic sur la croissance, un diagnostic sur le statut azoté, et au final, de conseiller l'agriculteur en termes de doses à apporter. Et là, vous avez une carte qui présente une carte de préconisation, finalement, des doses d'engrais à l'échelle d'une parcelle, avec différents types de couleurs qui correspondent à différents types de doses, sachant qu'il y a un couplage automatique entre cette carte numérisée et puis la possibilité pour un agriculteur, dès lors qu'il est équipé, de mettre en œuvre une agriculture de précision, c'est-à-dire une dose variable en fonction de l'hétérogénéité qui est présente au sein de la parcelle. Alors, autre exemple, c'est Irélis. Donc Irélis, c'est l'optimisation de l'irrigation en fonction de l'espèce qu'on va cultiver, du climat qu'on va rencontrer. Donc, il y a des données sur la culture. Donc là, de la même manière, on va simuler la croissance d'une plante, et en particulier l'indice foliaire, qui donne la surface qui va transpirer l'eau vers l'atmosphère. Le sol, en particulier tout ce qui est réserve hydrique du sol. Et puis le climat. Le climat, c'est la pluie qui tombe. Et puis, c'est aussi ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc, c'est la quantité d'eau qui est évaporée par le sol et celle qui est transpirée par la plante. Donc aujourd'hui, ça fonctionne sur la pomme de terre, sur le maïs, le blé, l'orge, le soja, le sorgho et le tabac. Donc si on passe à la diapositive suivante, vous voyez qu'en fait, on a d'un côté donc, une possibilité d'avoir une évolution journalière et prédictive de l'état hydrique des sols, et également de la demande de la plante, puisqu'on est en capacité de simuler cette croissance. Et puis, au final, eh bien, on donne des dates et des doses d'irrigation pour ne pas limiter la transpiration. Vous savez que lorsqu'une plante fonctionne à ce qu'on appelle l'ETM, donc
l'évapotranspiration maximale, la transpiration n'est pas limitée, auquel cas la biomasse produite via les ressources est maximale. Mais dès lors que le TP diminue parce que l'eau dans le sol vient à devenir limitant, eh bien, on a des pénalités en termes de croissance. Sur la diagramme suivante, vous avez un autre exemple, c'est Miléos. Alors, Miléos, ça concerne l'optimisation du mildiou de la pomme de terre. Donc, c'est la principale maladie, on va dire, qui est présente chez nous. Et c'est aussi le principal, je vais dire, facteur de nuisibilité, en tout cas de pénalité en termes de rendement. Donc cet outil, comme vous voyez, aujourd'hui, il y a un très grand succès auprès des producteurs, puisqu'on a aujourd'hui environ 2500 agriculteurs qui sont abonnés. Donc ça a augmenté d'un facteur 2,3 depuis 5 ans. En termes de surface, c'est un petit peu la même chose. Le nombre de parcelles a plus que doublé en 4 ans. Et il y a 93% des agriculteurs qui sont satisfaits. Alors, l'originalité de cet outil, ça vient du fait que, il y a un tableau de bord des différentes parcelles d'agriculteurs, mais il y a surtout une alerte via SMS. Pour le mildiou, quand vous avez une très forte épidémie, finalement, il faut quasiment traiter toutes les semaines. Donc aujourd'hui, il y a une alerte par SMS qui donnait plutôt entre 6h et 6h30. Donc ça, ce sont des agriculteurs qui ont demandé ce créneau horaire, puisque c'est un créneau qui correspond aussi au moment où ils vont, quelque part, organiser leur travail sur la journée. Voilà, et en termes de traitement, c'est une baisse de traitement, puisque finalement, on est en capacité de simuler la réalité. Aujourd'hui, c'est moins traitement sur la pomme de terre, et puis ça correspond aussi à une économie de 120 € par hectare d'économiser grâce à la mise en œuvre de cette application. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut un peu présager pour le futur? Qu'est-ce qui était en cours de test dans les instituts un petit peu ailleurs? Donc la première dia, elle est un peu compliquée, mais en fait, vous allez comprendre tout de suite, je vais dire, la plus-value. On a d'un côté des satellites qui donnent des images sur de très grandes surfaces, mais avec une contrainte forte quand même, c'est qu'il y a des nuages. Donc dès lors qu'il y a des nuages, ces images ne sont pas accessibles, mais néanmoins, il y a une potentialité d'accéder à de très grandes surfaces. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle des capteurs autonomes qu'on peut fixer à l'échelle du champ agricole et qui, eux, vont mesurer un certain nombre de paramètres, comme par exemple ce qui est lié à la météo, ce qui est lié au sol, mais également ce qui est lié à la plante. Donc, tout à l'heure, je parlais d'indice foliaire, par exemple. Ça peut être mesuré par ce capteur. Donc, on a accès à une dynamique temporelle qui est très forte grâce à ces capteurs. Et en couplant les deux, finalement, on a un suivi temporel et spatial complet du développement de la végétation, donc à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle intraparcellaire, mais aussi, pourquoi pas, à l'échelle des territoires. Donc, il y a beaucoup de projets de recherche qui travaillent en ce sens. L'autre diapositive présente un panorama des autres types de valorisation du numérique qui sont en cours de test. Alors, il y a le guidage de précision, en particulier GPS avec une balise RTK ou GMS. Donc aujourd'hui, on sait que c'est appliqué de manière forte et que ça apporte à l'agriculteur un certain confort de travail. Ça diminue ce qu'on appelle les surfaces de recouvrement. Donc on ne va pas passer 2 fois au même endroit. Donc ça les divise par 2 quelque part. Donc c'est une économie assez significative. Il y a également l'amélioration de la météo qui valorise complètement le numérique. Aujourd'hui, on a une précision d'environ 1,5 km. Les stations météo sont à bas coût. Chez nous, c'est 300 €. Il y a encore quelques années, c'était plutôt 5 000 €. Il y a une amélioration des prévisions de la météo. On gagne à peu près 1 jour de prévision en termes de fiabilité tous les 10 ans. Donc ça a l'air ridicule, mais c'est hautement significatif si on regarde ça sur 5 ans. Et puis, il y a aussi tout un travail sur les prévisions saisonnières, où là, on est plutôt à une échelle de 3 mois, qui sont également de plus en plus fiables et de plus en plus localisées, et à partir desquelles l'agriculteur pourrait prendre des décisions davantage stratégiques. Quelles espèces je vais semer? Quand je vais les semer? Est-ce que c'est intéressant d'irriguer, etc. Voilà. Ensuite, il y a des applications qui vont concerner la gestion des bioagresseurs, avec un grand focus qui est fait aujourd'hui sur les adventices, donc les mauvaises herbes, parce que autant sur les maladies, on peut avoir des leviers, en particulier, je pense, au levier génétique,
Dans le cas des mauvaises herbes, c'est beaucoup plus délicat. Voilà, c'est un facteur qui devient prépondérant en France et auquel cas, effectivement, il y a beaucoup de recherches qui se focalisent sur cette cible, avec d'un côté donc la détection et la localisation des adventices avec des cartes d'application. Donc ça, c'est déjà en cours de test. Hein. C'est présent dans d'autres pays, je pense en particulier à l'Australie. Il y a un champ d'application qui tourne autour des robots désherbeurs. Donc c'est détection et épandage localisé. Donc on a des robots qui sont en capacité de détecter à distance la présence d'adventices entre les rangs et d'appliquer, en ce cas, des herbicides. Et là, on a pu effectivement évaluer sur des vraies fermes que ça conduisait à des réductions d'herbicides de l'ordre de 75%. On a aussi des destructions mécaniques via des bineurs de précision grâce à ce guidage. Et puis également, autre type d'application, c'est par drone. Donc à la fois pour apporter des auxiliaires, je pense en particulier à la lutte de la pyrale avec le trichogramme, hein, qui aujourd'hui occupe à peu près 40% des surfaces, mais également des applications un petit peu nouvelles, comme l'application de phéromones dans le cas des vergers au sommet des arbres. Donc c'est un peu compliqué d'aller mettre des auxiliaires au sommet des arbres. Bah, avec un drone, on peut y arriver de manière quand même beaucoup plus j'allais dire, à la fois productive et précise. Donc on va passer à un exemple, parce que pour moi c'est assez révélateur de ce qui a été dit en introduction. C'est en particulier le lien entre le numérique et l'agroécologie. Donc ça, c'est un exemple qui me semble tout à fait intéressant d'être présenté. Donc il y a d'un côté l'agriculture biologique, hein, où en fait on ne met pas d'intrants chimiques, et auquel cas on a des facteurs limitants qui sont importants, je pense en particulier aux adventices. Et la façon de les gérer aujourd'hui, c'est de racheter une charrue, ou alors de broyer de manière, j'allais dire, un petit peu répétée à l'échelle du champ. Donc ça consomme de l'énergie, ça consomme du temps, et ce n'est pas toujours, j'allais dire, complètement efficace. Et surtout, en bio, la production est largement diminuée, environ 50%, et auquel cas, la restitution de la matière organique est beaucoup plus faible qu'en conventionnel, si bien qu'aujourd'hui, on assiste à une diminution de la matière organique dans les sols qui ont adopté le système bio depuis de nombreuses années. À l'opposé de ça, vous avez des agriculteurs qui mettent en place ce qu'on appelle des couverts permanents, donc ils sont effectivement engagés dans l'agriculture de conservation. Donc, couvert permanent, ça permet effectivement d'enrichir les sols en matière organique, mais c'est un inconvénient, c'est que parfois, ce couvert peut prendre le dessus par rapport à la culture qu'on veut récolter, si c'est un blé ou un maïs, par exemple. Et dans ce cas-là, je suis contraint de le réguler chimiquement avec des herbicides, notamment du glyphosate. Là, vous avez une application, grâce au numérique, qui permet d'avoir un agroéquipement de précision et qui va permettre, alors en ayant des semis intercalés, donc je sème du blé, par exemple, avec un écartement de 25 cm, je sème un tournesol ou un maïs avec un écartement un petit peu plus grand. Entre les deux, je sème de la luzerne, et cette luzerne, je vais la pérenniser à l'échelle de mes rotations avec un broyage de précision. C'est-à-dire que si la luzerne, effectivement, devient trop concurrentielle de la cure de vendre, je vais la broyer grâce à cet agroéquipement nouveau qui est en cours de test et qui permet effectivement d'assurer une fonction pleine, j'allais dire, d'une culture type légumineuse qui va faciliter, qui va complémenter la culture de vente. Donc pour moi, c'est un exemple emblématique qui montre clairement que le numérique permet de lever certains verrous, y compris dans le cas de modes de production agroécologique et bio. Donc l'exemple qui suit, c'est un petit peu schématique, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on essaie de faire le lien entre ce qu'on appelle le pilotage tactique. Donc voilà, je module ma dose d'azote, je choisis telle espèce, telle variété, tel bouquet variétal. Donc, et j'essaie de faire le lien entre ces différentes interventions et des indicateurs qui sont plus en lien avec la multiperformance de l'exploitation. Donc, sachant que j'ai capacité de me comparer par rapport à un système de référence avec des outils que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui s'appelle Sister, par exemple. Et donc, ça me permet de voir l'impact d'une décision tactique, par exemple, ici, sur le coût de production en temps réel à l'échelle de ma ferme. Alors, je voulais aussi vous parler du fait que ces innovations, elles sont testées en vraie grandeur, j'allais dire,
dans ce qu'on appelle les digifermes. Donc, les digifermes, c'est une idée des différents instituts techniques français. Donc, c'est toutes les espèces, ça concerne aussi l'élevage. Et quelque part, c'est effectivement mettre en œuvre en grande nature des solutions numériques novatrices et les mener à la réalité par des protocoles robustes. Donc, on travaille dans des fermes qui sont suffisamment instrumentées, qui sont dotées d'équipes d'agronomes, d'écophysiologistes, etc., et qui vont travailler en partenariat très étroit avec des entreprises, donc des startups ou des grosses entreprises qui fournissent soit des idées ou soit des débuts d'innovation. Donc là, on est dans une co-construction, une Fab Lab, voilà, en vraie grandeur. Donc ça concerne à la fois le pilotage tactique des productions, c'est ce qu'on a vu, également l'agroéquipement numérique, mais également des décisions qui sont davantage stratégiques. Et de manière systématique, eh bien, ces outils sont évalués de façon multicritère à l'échelle de la ferme avec des outils type système. Voilà, pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à ces digifermes agricoles. Donc, il y a des startups qui travaillent sur des capteurs, sur l'agroéquipement, mais il y a aussi des grosses entreprises qui sont intéressées pour co-construire des innovations dans le cadre du monde agricole. Alors, autre champ d'application, et là je vais être un petit peu plus court, ça concerne la valorisation du numérique pour acquérir des références quand je suis expérimentateur. Donc le premier exemple, c'est cartographier la réserve utile d'un sol en utilisant à la fois des échantillons, mais aussi des capteurs. Typiquement, ici, c'est la résistivité des sols qui est mis en œuvre, et ça permet d'accéder à des notions de réserve utile à une échelle très miniaturisée, donc c'est 10 mètres carrés, sachant que l'expérimentateur travaille à ce niveau d'échelle. Donc c'est des gains énormes en termes de précision de ces résultats, y compris d'ailleurs pour le sélectionneur. Analyse de sol, aujourd'hui, quand vous faites un échantillon, vous faites un prélèvement, c'est congelé, c'est envoyé au laboratoire, et vous avez le résultat quelques semaines ou 15 jours après. Aujourd'hui, il y a des laboratoires qui sont portatifs et qui permettent d'accéder en temps réel à des variables d'intérêt comme la teneur en azote total, comme la teneur en matière organique, etc. Donc ça, ça fonctionne aujourd'hui. On a également des outils qui permettent d'estimer la biomasse avec un smartphone. Donc c'est également en cours de test. Et puis on a ces fameux piquets autonomes qui sont en capacité de transmettre chaque jour finalement des données qui vont me permettre de faire un diagnostic ou de faire tourner des modèles de manière très précise. Également, autre champ d'application qui est très en lien avec ce qu'on appelle le deep learning et le fait d'explorer un très grand nombre de données, c'est la reconnaissance d'images et d'organes. Typiquement, vous avez en haut à gauche l'évolution de l'erreur ou de la précision finalement de ce type d'approche, pour dire qu'aujourd'hui, on est à des niveaux de précision qui sont tout à fait confortables et très satisfaisants. Donc aujourd'hui, le champ d'application, ça peut être par exemple compter des plantes, compter des épis, suivre de manière dynamique certaines maladies, je pense en particulier aux maladies foliaires, avec des niveaux de précision qui sont équivalents finalement à celles qu'on a dans les modes opératoires et qui sont suivis par des techniciens. Voilà. Dire que ces modèles sont gratuits, on va sur Google, on trouve des applications. Bon, après, il faut avoir un jeu de données, je vais dire, suffisamment diversifié pour les rendre applicables. Et voilà, on est vraiment dans un changement, je vais dire, de métier. Et peut-être là, faire le lien avec quelque chose qui a été fait au Sénégal, dans le cas de la culture du manguier. Moi, j'ai lu une thèse récente sur le sujet qui a été primée par l'Académie d'agriculture, dans le cadre de la reconnaissance des manguiers dans les vergers, avec des applications en termes de production à l'échelle des régions. Autre point que je voulais mentionner, c'est la spatialisation. Une fois qu'on a un système d'information géographique avec de la météo, des sols, etc., eh bien, on est en capacité de spatialiser une information. Donc, typiquement, au milieu, vous avez une carte de France. On peut faire, par exemple, une carte de déficit hydrique et voir ses pénalités en termes de rendement. On pourrait faire aussi une carte de dégâts de gel, etc. Voilà, on est en capacité de faire ce genre de diagnostic spatialisé. Et on peut aussi spatialiser un conseil. À l'échelle d'une coopérative agricole, eh bien, déployer sur une grande surface un conseil vers un président d'agriculteurs, ça peut aujourd'hui être fait. Ici, vous avez un exemple, c'est la septoriose, où finalement, je choisis
3 types de variétés, une variété sensible, moyennement sensible, tolérante. Globalement, j'ai 2 dates de semis dans ma région et j'applique ce modèle sur ces différents cas types. Et on a donc ce type de cartographie, où là, il s'agit d'une date de traitement en fonction des différentes régions, qui va donc prendre en compte ce qui se passe au niveau pédoclimatique sur le développement de la maladie. Enfin, autre exemple que je voulais mentionner, c'est on a parlé de big data tout à l'heure, c'est comment aujourd'hui on peut valoriser les nombreuses données qui sont acquises dans le cadre de parcelles d'agriculteurs. Donc en lien avec FarmStar, c'est le graphique qui est en bas à gauche. Il y en a un graphique, ça a l'air de rien comme ça, mais il doit y avoir 65 000 points. Donc c'est des remontées de données de pratique qu'on est en capacité de faire remonter. Donc on prend en compte ce qu'a fait réellement l'agriculteur pour finalement ajuster de manière encore plus précise les décisions qu'on peut lui apporter. Donc ça, je pense que c'est une voie de progrès qui me semble fondamentale. Le cas du milieu, on a ce qu'on appelle chez nous le bulletin de santé du végétal, qui est effectué toutes les semaines et qui mobilise beaucoup de techniciens, d'agriculteurs qui vont observer dans des champs. Donc ça crée des centaines de millions de données qui ont été acquises depuis que ce réseau a été créé. Et auquel cas, on a pu recueillir 55 000 observations spécifiques sur la rouge jaune. Et avec ça, on a fait un modèle gratuitement, qu'on a fourni gratuitement aux agriculteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je prends Arvalis, si Arvalis avait dû faire ce modèle avec ses propres expérimentations, il aurait fallu 15 ans. Avec ce réseau, 3 ans. Donc là, on a gagné en temps. Et au final, on a un modèle qui est aussi précis qu'un modèle mécaniste. Et le dernier exemple, c'est quand on travaille avec des réseaux d'agriculteurs, avec des réseaux sociaux, etc., dans le cadre de recherche collaborative, eh bien, on est en capacité d'investiguer un très grand nombre de situations et auquel cas de détecter des innovations, de détecter des pratiques qui sont probantes, voir les conditions favorables de leur déclenchement ou au contraire les conditions défavorables qui font que ces pratiques, quelque part, n'existent pas. Alors, dernier champ d'application, c'est le numérique pour orienter la recherche sur des axes prioritaires. Donc là, j'ai 2 exemples. Le premier exemple, c'est le maïs. Donc, il y a eu un projet qui s'est appelé Climator. On a fait des projections climatiques jusqu'en 2100 en considérant différents types de scénarios. Et si je prends le cas, par exemple, du maïs, qui était l'une des espèces qui a été suivie, demain, si on veut maintenir la production du maïs en France, il faut avoir une durée du cycle suffisamment longue et puis éviter les stress en fin de cycle. Et pour parvenir à ça, il faut semer beaucoup plus tôt que ce qu'on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on sème un maïs plutôt au mois de mars, en avril. Là, il faudrait le semer plutôt fin février, voire début mars. Et auquel cas, le maïs n'est pas du tout adapté à ce type de situation. Il n'est pas capable d'avoir une photosynthèse suffisante. Et auquel cas, la conclusion, c'est de dire si on veut adapter le maïs à la sécheresse ou aux fortes températures, il faut d'abord, en priorité, améliorer sa tolérance au froid. Ça permettra de les semer très tôt, et auquel cas, il pourra effectivement éviter, échapper ces stress thermiques ou ces stress liés au manque d'eau. Autre exemple, là, on est à l'échelle mondiale. On peut avoir un simulateur qui va utiliser le numérique à l'échelle mondiale. Donc, c'est un exemple, ça a été fait par Jérémy Lecoeur, qui travaille chez Syngenta, qui était auparavant à l'INRA à Montpellier. C'est une plateforme de simulation numérique géoréférencée à l'échelle mondiale pour identifier des voies de progrès et de compétitivité. Voilà, rien que ça. Donc, sur la dia qui suit, donc on a ici un exemple d'une partie du monde, donc, avec des données historiques dans le cas du rendement du blé. Donc, on a la même chose également en Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais je ne suis pas présenté ici. Peut-être dire que le pixel d'analyse, globalement, c'est la surface d'un département français. Donc, c'est environ 5000 km². Et on a ça pour le monde entier. Alors, derrière tout ça, le modèle est en capacité, et ça me semble être complètement original, c'est de décomposer ce qu'on appelle le yield gap, c'est-à-dire l'écart de rendement qu'il y a entre un rendement, je vais dire, théorique. Donc, j'ai un climat moyen, je n'ai pas de contraintes en termes de conduite des cultures, j'aurais dû avoir ça, mais je vais dire, voilà, je n'ai pas ce rendement-là. Mon rendement observé
est bien entendu inférieur à ce rendement théorique. Et derrière ça, il y a des facteurs limitants qui sont de différentes natures. Il y a ce qui est lié au climat, ce qui est lié au sol. Donc le sol, on ne peut pas faire grand-chose, mais le climat varie d'une année à l'autre. Il y a ce qui est lié à l'intensification. Quand on regarde par exemple les doses d'engrais moyennes entre les pays du monde, ben, en France, on est plutôt à 150. Si on est en Russie, on est plutôt à 30 ou 35. Donc ça, c'est un niveau qui est effectivement différent entre les pays. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi l'environnement technique. Donc, l'agriculteur est en lien avec quelles ressources en termes de compétences, etc. Donc, tout ça, ça a été modélisé. Donc, on a là des éléments et sur certains, effectivement, on peut agir. Donc, cette hiérarchisation et cette identification des facteurs limitants permet d'identifier des verrous et de trouver des solutions gagnantes à l'échelle mondiale. Donc, par exemple, dans le cas de Syngenta, c'est trouver c'est quoi le trait sur le maïs qui va apporter le plus de production à l'échelle mondiale. Sélectionneur, donc dernier exemple. Donc aujourd'hui, pour simplifier, ce qu'on peut dire, c'est que le principal goulot d'étranglement pour créer une variété qui soit adaptée alors, à l'agroécologie, adaptée au changement climatique, hein, qui sont plutôt des caractères complexes, donc qui font appel à de nombreux gènes, donc ce sont des caractéristiques plutôt polygéniques, donc il faut, d'un côté, les données génétiques sont largement disponibles et globalement de moins en moins chères, mais pour avoir une certaine chance d'identifier de futurs bons géniteurs, eh bien, il faut analyser un très très grand nombre de plantes. Alors, quand je dis un très grand nombre, c'est 1000 environ, voilà. Issus d'une très large diversité génétique. Il ne s'agit pas que les variétés soient consanguines, sinon on n'y verra strictement rien. Souvent au même moment pour les comparer, et puis également dynamiquement, c'est-à-dire au cours du temps, avoir des suivis dynamiques d'indicateurs au champ. Et ceci, en fait, aujourd'hui, est permis grâce au développement de plateformes et d'outils de ce qu'on appelle phénotypage à haut débit. Donc, ça veut dire observer une plante, ou observer plutôt un très très grand nombre de plantes au même moment. Donc, on va voir un petit peu quels sont ces différents types d'outils. Donc, il y a à la fois des plateformes qui sont fixes. Ici, vous avez sur la gauche Phénofield, qui est dans le centre de la France. Donc, vous avez des supports métalliques qui vont porter des capteurs. C'est sur des rails. Et en fait, ces rails vont bouger sur les grandes parcelles. Donc là, on a 8 serres mobiles, c'est 7 hectares. Et on peut créer jusqu'à 17 environnements différents en termes de stress hydrique, mais on peut aussi jouer sur d'autres modalités, je pense à l'azote, aux maladies, etc. Vous avez des phénomobiles, donc ce sont des tracteurs un petit peu autonomes qui sont bardés de capteurs, donc qu'on peut piloter avec un smartphone. Donc il suffit de lui donner le plan d'échantillonnage, et la machine va s'arrêter automatiquement au bon endroit et puis répéter les mesures. Donc ça va se faire automatiquement. Donc on peut faire entre 500 et 1000 parcelles par jour. Donc jusqu'à 2 millions de plantes sont analysées par jour. Donc, ça vous donne un petit peu un exemple de ce que peut faire la machine par rapport à un technicien. Et vous avez aussi le drone qui est utilisé là avec effectivement la capacité d'investiguer plus de 1000 parcelles. Donc ces capteurs, vous avez des caméras classiques, vous avez des caméras plutôt dans le proche infrarouge pour calculer ce qu'on appelle la surface de température. Vous avez aussi des capteurs hyperspectraux, ceux qu'il y a dans Farmstar, qui permettent d'accéder à la biomasse, à la teneur en chlorophylle, etc. Des lidars pour accéder à l'architecture, et puis également des capteurs qui sont fixés au niveau du sol. Donc à partir de ça, eh bien, on peut estimer à distance des indicateurs qui sont des proxys de caractère d'intérêt, comme l'indice foliaire vert, le suivi de la sénescence, la teneur en chlorophylle, etc. Et donc, on peut accéder à des variétés qui vont être efficientes ou tolérantes ou sobres vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de l'azote, vis-à-vis des maladies, qui vont avoir un pouvoir couvrant important par rapport à la gestion des mauvaises herbes, etc. Alors, vous avez un exemple ici qui vous montre sur la partie un peu en diagonale. Ça, c'est un drone qui est passé sur une plateforme expérimentale. On voit des tout petits traits verts, bleus, etc. Ça correspond à des parcelles de 10 mètres carrés qui sont suivies par le drone. Et vous avez sur la partie gauche des cinétiques de proxy de la sénescence, donc d'indice foliaire vert post-floraison sur un maïs en situation irriguée, non irriguée. Donc vous avez des courbes rouges, des courbes vertes qui correspondent aux deux modalités.
Ben, voilà, là, vous avez à peu près 1000 cinétiques. Donc, faire 1000 cinétiques sur une plateforme, même avec une armée de CDD, on n'y arrive pas. Et avec cet automate qui est activable par smartphone, on y arrive. Et vous avez en haut à droite des comportements d'une même variété par rapport à des modalités stressées, non stressées. Donc on voit des variétés dont le comportement est largement modifié sous stress et d'autres qui sont très peu modifiés. Et ça, on le voit instantanément grâce à ces applications de traitement de données issues des capteurs. Alors, pour terminer, je voulais aussi faire le lien avec ce qui a été dit un petit peu en introduction. On a parlé de la jeunesse. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la production agricole, elle va au-delà de la production. Donc, quelque part, il y a un enrichissement de ses finalités. On s'intéresse à nourrir le monde, ça reste une priorité, nourrir son voisin, mais aussi tout ce qui est lié à l'environnement, à la biodiversité, au fait que l'agriculture doit démontrer quelque part qu'elle peut contribuer aux objectifs de durabilité. Et puis, on voit très bien qu'il y a un lien, une possibilité finalement de rendre complètement compatible l'agroécologie avec les applications du numérique. Donc ces différentes finalités, ces différents enrichissements sont en mode des facteurs d'attractivité. Et il y a une priorité aujourd'hui qui est de sensibiliser les futurs producteurs, mais également les futurs ingénieurs qui sont quelque part aux manettes finalement des innovations de demain. Donc ça, c'est un petit peu général. Et de manière plus spécifique, je voulais comment dirais-je, mentionner l'existence d'un concours qui s'appelle Make It Agri, qui est ouvert à toutes les écoles d'ingénieurs en France aujourd'hui. Mais voilà, ça peut aller au-delà. Donc ingénieurs de tout type, hein. Donc c'est ingénieur en agriculture, mais ingénieur aussi en technologie, etc. Donc avec des dossiers qui sont présentés, il y a un jury. J'ai l'honneur d'être le président de ce jury. Et voilà, et chaque année, donc il y a des projets qui sont élus. Il y a 3 lauréats, et ces lauréats, en fait, après, sont suivis par des startups, quelque part, sont incubés pour aller vers le marché. Ça, on peut passer, c'est ce que j'ai dit, et on passe directement à la conclusion. Donc en conclusion et en termes de synthèse, ce que je voulais plutôt mentionner, c'est globalement, qu'est-ce qui marche réellement et c'est quoi les clés de la réussite de l'application du numérique. Il y a un premier point, c'est pour l'agriculteur, la perception d'utilité du service rendu. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est à la fois l'économie, tout ce qui est lié à l'environnement, ce qui est lié au confort de travail. Et je rajouterais un intérêt social. C'est-à-dire que j'ai du temps disponible pour faire autre chose. M'occuper de ma famille, par exemple. Ça a l'air de rien, mais c'est mis en avant par des agriculteurs. Faire de la formation ou m'intéresser à des activités qui soient plus, j'allais dire, vertueuses. Je pense en particulier à l'agroécologie, mais pas que. Pour le consommateur et le citoyen, je pense qu'il y a une réelle opportunité aujourd'hui pour communiquer, pour démontrer que l'agroécologie est complètement compatible avec le numérique, y compris les aliments de demain. Donc il y a une réelle opportunité à communiquer en ce sens. Et puis ce qui marche, c'est souvent des consortiums qui allient des compétences complémentaires. Alors, le capteur tout seul ne peut rien faire. Quelque part, quand on a une expertise agronomique, il faut surtout en profiter. Et c'est le couplage finalement entre ces compétences complémentaires qui donne accès à des innovations qui sont utiles pour les producteurs. Je vous remercie. Merci Philippe. Merci Philippe pour cet exposé tout à fait passionnant. Donc, comme tout à l'heure, je voudrais savoir si éventuellement il y a des questions, et soit des personnes qui assistent par Internet ou par des personnes dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, monsieur? Pas de questions sur le chat. Oui, Bruno? En pratique, toutes ces innovations, ça intéresse quel pourcentage des agriculteurs français? Qu'on peut dire ça? Tu es là. Je voudrais compléter dans le même sens, dans le sens de ce que dit M. Jarry. Donc, FarmStar, c'est un accomplissement, mais certes, mais est-ce que tu crois que ça va continuer de se répandre? Est-ce que c'est arrivé, ça va se renouveler? Comment ça va évoluer dans l'esprit de la question posée?
La question, elle concerne un petit peu le taux de couverture, finalement, le taux d'utilisation aujourd'hui des outils de la décision. Donc, je dirais qu'il y a différents types d'outils. Il y a des outils qui mobilisent peut-être des technologies qui sont un peu complexes, qui sont plus coûteuses. FarmStar, par exemple. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est 10%, je vais dire, des surfaces. Donc 10%. Je pense que ça ne va pas évoluer de manière très forte. Je pense que l'outil, quelque part, est à son apogée, mais qui va être remplacé par des procédés qui sont plus agiles et qui sont moins coûteux. J'ai fait référence en particulier à des capteurs autonomes qu'on peut mettre dans des champs et qui vont globalement mesurer la même chose qu'un satellite. Voilà, donc je pense que une partie de l'avenir est dans ce couplage, donc mettre moins peut-être de données satellitaires et plus de capteurs autonomes. Ça permettra effectivement de déployer ça sur de plus grandes surfaces. Dans le cas de la pomme de terre, où en fait c'est un modèle qui fonctionne sur un serveur et dont le résultat est donné via SMS sur un smartphone. Donc là, on voit que c'est... Mais aujourd'hui, c'est déjà 50%. Et le frein c'est plutôt des freins de maintenance ou de tuyauterie, quoi. Donc, les agriculteurs nous disent, mais nous on veut Miléos chez nous. Et actuellement, on ne peut pas résoudre tous les problèmes qui sont plutôt des problèmes liés à des problèmes de réseau. Voilà. On peut donner un petit peu deux exemples. Nous avons une question, Monsieur Diomandé. Oui, merci beaucoup. Ma question concerne un peu l'adaptation des outils et la synergie d'action entre les initiatives au niveau Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, vos exposés, c'est vrai, ça présente des outils assez innovants, mais l'enjeu aujourd'hui pour nous, Africains, c'est de produire des outils ou de développer des applications qui puissent répondre à nos réalités au niveau local. Et ces réalités sont particulièrement dominées par les cultures paysannes, qui sont des cultures à petit parcellaire, donc qui ne sont pas économiquement viables vis-à-vis des innovations qui restent aujourd'hui tout de même coûteux pour un petit paysan. Alors, ma préoccupation, c'est de voir aujourd'hui les innovations qui sont mises en avant. Quelle est la stratégie que nous mettons en place pour que on puisse avoir une certaine adaptation de ces outils-là aux besoins de nos jeunes, de nos petits producteurs au niveau Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Moi, je pense qu'il y a des outils qui peuvent fonctionner sur des niveaux d'échelle spatiale plus faibles. Bon, par exemple, j'ai mentionné Irelis. Irelis, finalement, ça peut fonctionner sur une parcelle de petite taille, donc pour définir les besoins en eau d'irrigation. Dans le cas du mildiou de la pomme de terre, je pense que c'est pas lié. La méthode, en fait, elle n'est pas inféodée finalement à un seuil en termes d'échelle spatiale. Donc ça, je pense que c'est aussi, je veux dire, transposable. Par contre, si je prends des outils effectivement comme FarmStar aujourd'hui, il faut à la fois des grandes surfaces et il faut surtout une densité. Il faut une densité de surface importante. C'est-à-dire que si je prends un carré spot ou un Sentinel-2, il faut un très grand nombre d'abonnés sur une même zone pour que le modèle soit rentable. Après, la surface, c'est secondaire. C'est plutôt la surface totale qui est sous chacun des passages. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une coopération entre Orvalis et puis l'Afrique. On n'a pas entendu, viens là, Patrick. Juste avant que je voudrais vous dire que demain, on aura quelques exemples pratiques de ce qui se passe en Côte d'Ivoire par M. Hugo Senges. Donc, j'espère que demain, vous pourrez participer. Vous aurez quelques exemples pratiques qui se passent en Côte d'Ivoire. Ma question, est-ce que vous avez déjà mis en place une coopération entre Orvalis et puis certains pays africains? En fait, il y a une structure qui s'appelle FERT, qui est une structure qui dépend effectivement des producteurs et en particulier d'Arvalis, mais aussi et qui est une structure qui travaille en lien avec d'autres pays. Et aujourd'hui, on va dire qu'on a eu des relations entre Arvalis et certains pays, mais plutôt centrées autour du Maghreb.
avec des applications qui sont très en lien avec l'adaptation au changement climatique, notamment la sécheresse, les fortes températures, et qui sont également en lien avec l'agriculture de conservation des sols. Mais on n'a pas eu à ce jour, alors sauf quelques missions ponctuelles, je pense à Madagascar, par exemple, etc., sur la pomme de terre, on n'a pas de collaboration structurée, on va dire, avec l'Afrique. Alors demain matin également, M. Bonnet nous présentera un certain nombre de recherches qui ont été mises en place en Afrique. Donc, surtout, soyez là demain, vous aurez plus d'exemples africains. Après, je soulignerai que dans le cadre de ma présentation, j'ai mis des contacts. Des contacts, par exemple, sur phénotypage, des contacts pour identifier des organes, etc. Bon, plus le mien. Donc, s'il y a une suite, vous pouvez passer, bien entendu, par ces contacts qui sont présentés. Donc, moi, je me ferai un plaisir, finalement, de développer de plus amples échanges avec vous. Oui, vous avez vu que sur le programme qu'on vous a envoyé, il y a les adresses mail des différents orateurs. C'était justement fait pour vous encourager, si vous avez des questions, à poursuivre plus loin le dialogue.